Bref, et donc on passe à notre partie focus, soit un thème libre, soit une stat de la semaine, soit un scouting de la semaine, et donc ça y est. C'est parti. Ça y est, ouais, c'est l'heure. On l'avait fait l'an passé déjà. C'est le retour de la draft des contenders. Alors, nous sommes fin mars. Dans 3 semaines, les playoffs vont commencer. Je pense que là, on est pile au bon moment. Donc, la draft des contenders, qu'est-ce que c'est? Nous avons une draft, un top 10. Chacun va alterner, comme une draft, hein, chacun a un choix. On va drafter qui sont les meilleurs contenders qui ont le plus de probabilité d'être champions NBA. Voici un peu le principe. Est-ce que tu es prêt à te planter une nouvelle fois cette année? Ouais, je suis prêt. Eh bien, vu que tu es mon invité, je te laisse le premier choix. Avec cette draft des contenders, le first pick, tu sélectionnes Boston en numéro 1. Alors ça, c'est étonnant. Alors dis-moi pourquoi. Parce que je pense que sans blessure, c'est l'équipe qui a le plus de profondeur élite, entre guillemets. Je trouve que la profondeur de Cleveland ou celle des Clippers, par exemple, elle est plus large, entre guillemets, le scope de possibilités est plus large, mais il est moins performant. Et je trouve que quand Boston est au complet, donc quand Boston a sur le banc Horford, Cornet, Pritchard et Hauser, et qu'ils ont ce 5, Jrue Holiday, Brown, Tatum, Derek White et Porzingis, le niveau, les différentes manières d'être élite dans différents aspects du jeu est bien supérieure à celle des autres équipes selon moi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que à 100%, et je pense que c'est un peu l'idée, surtout que là, tout le monde est en train de revenir de blessures petit à petit du côté de Boston. Je pense qu'à 100%, c'est la meilleure équipe et celle qui a le plus de chances de gagner. À 100%, tu veux dire, toi, ton avis, tu l'affirmes à 100% ou à 100% quand eux seront à 100% en forme physique? Les deux. Ouais. Tu bosses... Pour qui t'écris déjà Ben ouais, non, mais j'assume totalement. Peut-être que je suis biaisé, hein. Mais surtout qu'en plus je les ai vus perdre contre OKC et contre Cleveland. Et l'année dernière, tu vois, j'étais le premier à avoir certaines limites peut-être et à trop voir les limites. Et alors peut-être que là, du coup, j'ai un biais de récence qui va à l'inverse, qui est vu que je les ai vus réussir, j'ai un autre biais positif, alors que quand je les ai vus échouer, j'avais plus une vision négative, mais c'est un peu mon idée en tout cas. Je rigole évidemment. Bon, t'es fan de Boston, tout le monde le sait, mais je rigole parce que c'est quand même un choix totalement probable. Enfin, il y a rien de choquant, quoi. Tu vois, c'est pas comme si Boston était 8e de conf et que tu me disais je le prends premier. Alors après, moi, je me posais la question, moi, en préparant l'émission, je me disais, mais est-ce que tu vois, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est toujours un peu le côté l'aura du champion, tu vois. Ouais, et qui pour le coup est un vrai biais cognitif, c'est-à-dire quelque chose d'assez inconscient. Ouais. Mais j'ai toujours l'impression qu'on a tendance à non pas surévaluer, mais genre le champion de l'année d'avant, c'est un peu, on le voit toujours comme le favori. Et parfois, c'est vrai que moi je trouve que c'est pas le cas, quoi. Tu vois, quand on prend, alors l'an dernier, par exemple, les Nuggets se font sortir au 2e tour. Je pense qu'ils auraient pu passer et être champions. Mais tu vois, il y avait une espèce d'aura sur les Nuggets aussi l'année d'avant, quoi. Qui c'est qui a été champion en 2022? Je me souviens plus. Ah bah si, c'est les Warriors qui ont aussi longtemps entraîné ce truc-là. Bref, tout ça pour dire, Boston est indéniablement une des meilleures équipes de la NBA, peut-être une des 3-4. Mais je me posais la question de à quel point ils étaient vraiment au-dessus du lot. Et tu vois, moi, c'est vrai que par exemple, le duel avec les Cavs était pas forcément joué d'entrée. Pour moi, si j'avais eu à choisir en 2e, j'aurais pris les Cavs. Pour moi, là, ça se jouait. La décision du first pick de cette draft était entre les Cavs et Boston. Mais après, tu vois, sur Boston, bon, il y a le côté. Les arguments qui, moi, me parlent pas trop, c'est l'expérience et tout, etc. Bon, non, okay. Oui, je comprends. Ça me parle pas trop. Enfin, en tout cas, pas quand on parle de jeu, quoi. Je trouve, de tactique, etc. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai pas... Ok, ils ont été champions et tout ce que tu veux. Je trouve pas que la version actuelle, je parle même pas du run de playoff de l'été dernier, mais enfin de printemps dernier, mais je trouve que cette année, on a encore eu un peu, non pas des doutes, mais il y a toujours un peu les mêmes travers, quoi, au final. Et en fait, je suis pas sûr qu'on ait jamais ces travers qui soient totalement gommés. Tu vois, le côté parfois... le 3 points un peu trop aimer le 3 points dans des situations où tu pourras aller au panier, prendre le pull-up plutôt que le drive, le côté aller chercher le switch mais parfois un peu à l'excès,
Tu vois, à quel point t'es inquiet ou pas sur ce genre de défauts, mais qui en fait sont des caractéristiques de l'équipe, et que quand ça marche et que les paniers rentrent, on dit c'est génial, et quand juste le panier rentre pas, on dit ah mince, regardez, il y a ces situations-là, et ils font que ça. Mais en fait, c'est l'identité de l'équipe. Ça t'inquiète ou pas plus que ça, ce côté switch hunting, et parfois faire un peu trop que ça, quoi? Bah, en fait, je me demande, et c'est une réflexion que je me suis fait récemment, à quel point il n'y a pas une volonté aussi d'avoir un jeu qui soit pas trop fatigant pour le corps en saison régulière. Ouais. Quand j'ai vu à quel point l'année dernière, ils avaient augmenté leur volume de drive au fur et à mesure des tours de playoff et au fur et à mesure aussi en fonction des adversaires. Ils l'avaient pas trop fait contre Miami, parce que Miami était une défense qui était très agressive sur les stunts et du coup, ils les ont battus autrement. Mais ensuite, ils ont beaucoup plus joué sur des actions de drive, sur des empty side pick and roll, sur le fait d'attaquer le cercle, quitte à driver plusieurs fois sur une même possession. Et les volumes de drive et de passes sur drive et de shoot de choses générées sur drive de n'importe quelle manière a beaucoup augmenté au fur et à mesure des playoffs. Donc je me demande à quel point aussi, tu vois, le fait de prendre 50% de tes tirs à 3 points, bah sur un tir sur deux, tu te blesses pas, tu produis entre guillemets moins d'efforts. Et sur l'année dernière, il y a une saison qui fait 110 matchs, 115 matchs, je pense, avec les playoffs. Non, peut-être pas autant, 105, quelque chose comme ça. Mais ensuite, t'as aussi plusieurs joueurs qui vont sur Team USA. Là, cette saison, tu dois te préparer à refaire une saison à 100 matchs. Est-ce que ce style-là d'attaque et de défense, où t'as une défense où tu parfois privilégies le drop d'Orford alors que c'est pas là où il est plus le performant, mais parce que c'est moins fatigant? Et je me demande à quel point il n'y a pas aussi une équipe qui est à seulement plus 9 de net rating, ce qui est déjà entre guillemets énorme, parce qu'elle joue un petit peu en sous-régime, et aussi qu'elle a dû jongler avec quand même pas mal d'absences de Porzingis notamment, et aussi des blessures un petit peu de Jaylen Brown, des blessures de Jrue Holiday. Donc c'est pour ça que le niveau de la saison régulière m'inquiète pas trop, mais peut-être que je cherche juste des bonnes raisons de pas être inquiet, alors qu'en vrai je devrais l'être, mais c'est peut-être la faute de l'aura du champion. Non, mais moi, je pense qu'il y a aussi un aspect, et j'en avais parlé en pré-saison, on en a parlé toute la saison, mais moi, la question du secteur intérieur Oui. me paraît pas. Ça a toujours un peu un doute. Alors, pour le coup, Horford fait vraiment une très belle saison, bien meilleure que l'an passé. Cornet. Et Cornet qui est émergé en plus, effectivement, un peu de nulle part, qui est un vrai bon joueur. Mais tu vois, quelle qu'en soit la raison, pourquoi je dis ça, par exemple, si Porzingis est blessé, on sort un peu du champ tactique, mais pour moi, ça fait partie des trucs probables, quoi. Le côté blessure, en tout cas dans quel état il va être, plus le côté Al Horford qui va être vieux et à quel point, enfin je sais pas, mais tu vois, des trucs comme ça, je sais pas, mais c'est pas choquant du tout, hein, c'est pas choquant du tout, même je pense que ce serait le choix de plein de monde. Et donc avec le deuxième pick de cette draft, je vais prendre OKC tout de même. Je vais quand même prendre OKC. Et donc je suppose qu'avec le troisième, tu prends Cleveland, c'est ça? Oui. J'aurais pris Cleveland avec le deuxième si j'avais eu Cleveland. Ouais. T'aurais pris Cleveland avec le deuxième, c'est pour ça que donc tu prends le troisième, tu prends Cleveland. Comme ça, un peu discuter de tout. Moi, je t'avoue que ce OKC, le problème, c'est le spacing. C'est un peu le problème principal. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça va être le problème d'à peu près tout le monde, à part les équipes à l'Est, à part Boston et Cleveland, qui ont des spacings magnifiques. Même d'ailleurs, même parfois les Knicks, mais les Knicks ont un peu trop de problèmes en défense. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, la constante du manque de spacing, elle est là. Et pourquoi je les prends en deuxième? Bon, parce qu'ils sont bons, ils sont très bons. Ouais. C'est une équipe excellentissime. Non, mais tu vois, notamment en vue des playoffs, il y a un truc qui me plaît. Premièrement, c'est la profondeur en playoffs. On parle beaucoup d'ailleurs, on a parlé des Cleveland en termes de profondeur, mais OKC, le nombre de profils différents, je trouve ça assez encourageant, notamment quand t'as l'émergence de Wiggins en tant que créateur de seconde unité qui peut être sympa, que t'avais pas. T'as Isaiah Joe, qui peut apporter un certain style de jeu avec des pick and roll entre petits, avec ce côté ghost screen et ainsi de suite. Mais t'as aussi un Alex Caruso, tu vois, qui sort du banc ou qui peut être titulaire. Mais c'est justement un peu mon point, c'est que t'as aussi cette flexibilité parce que t'as deux pivots. Chacun est d'un calibre, je pense, top 50, top 40 NBA, même plus pour Chet. T'as aussi la possibilité d'avoir un mec qui peut soit ne pas jouer ou jouer 15 minutes par match, Caruso, soit si selon le match-up peut aussi jouer 35, tu vois. Et puis, deuxième point que j'aime beaucoup avec cette équipe, c'est le coaching, Mark Daniels. Et je trouve qu'on a déjà affaire à un mec qui tactiquement
en termes d'ajustement et de faire les bons choix et d'être un peu créatif tactiquement, on l'a déjà vu et on sait qu'il est bon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas Doc Rivers, quoi. C'est clairement, il y a une créativité tactique qui est là, qui est assez évidente et qui, voilà, les playoffs, c'est que de l'ajustement. Donc si t'as un coach qui fait de l'ajustement, c'est bien. Plus le côté, et c'est peut-être là-dessus où je mettrais un peu OKC devant les Cavs. En fait, pour moi, c'est le côté un peu implacabilité de SGA. Et d'ailleurs, on l'avait vu contre Dallas, hein, paradoxalement. OKC se fait éliminer contre Dallas, mais SGA avait été énormissime. Mais tu vois, moi, ce côté, tu peux enchaîner avec les Cavs si tu veux, mais moi, ce côté avec les Cavs que je redoute un peu, c'est l'aspect de à quel point est-ce que Garland, Mobley et Mitchell, s'ils doivent faire face à des 1 contre 1 et des switches, à quel point ils peuvent punir. Je pense que SGA pourra toujours à haut volume et à haute efficacité, et donc ce sera génial. Là où pour les Cavs, j'ai peut-être un peu plus de doute, donc c'est pour ça que je mettrais quand même un peu OKC devant Cleveland. Moi, la saison de Donovan Mitchell je joue un petit peu là-dedans, je pense. Ouais. Mais c'est peut-être secrètement un des meilleurs joueurs offensifs cette saison. Et c'est caché par la réussite collective un petit peu de Cleveland, mais je pense qu'il y est aussi pour beaucoup. Et j'ai beaucoup d'espoir dans leur attaque. Et j'aime mieux leur spacing. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont en fait, j'aime bien le fait qu'ils puissent choisir d'avoir ou pas du spacing, mais qu'ils puissent décider d'en avoir. Là où je trouve qu'OKC peut pas vraiment décider d'en avoir et est un peu contraint de faire sans spacing. Là où Cleveland peut s'éloigner de cette approche avec 2 intérieurs ou même avec un intérieur si jamais Mobley n'est pas respecté à 3 points. Et même si Mobley n'est pas respecté à 3 points, tu peux l'utiliser comme porteur de balle. Donc moi, peut-être que j'en fais trop sur le spacing, peut-être que ça m'inquiète trop pour pas des raisons suffisantes entre guillemets. Mais pour moi, c'est là où Cleveland a plus de potentiel et c'est pour ça que j'aurais presque pris Cleveland à la place de Boston. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus de liberté dans l'approche qu'ils peuvent avoir et ils peuvent décider du coup d'avoir différentes manières de gagner et d'utiliser ce spacing et aussi leur défense parce que du coup, ils peuvent choisir de perdre un peu en attaque pour avoir une défense vraiment, vraiment élite aussi, tout en sachant que t'es pas obligé d'avoir Garland et Donovan Mitchell tout le temps sur le terrain, et à quel point aussi l'attaque de mismatch va pas te manquer, mais aussi défendre des mismatchs quand tu vas te faire attaquer continuellement, à quel point en fait tu vas vraiment être menacé là-dessus. Je sais pas. J'entends ce que tu veux dire sur le spacing. Il y a un peu ce côté où les Cavs, en fait, ils ont des shooters. Donc s'ils veulent, ils peuvent aligner un line-up de shooters. Il y a de l'espace, quoi. Alors qu'effectivement, il y a un peu moins de ça côté OKC. Après, côté OKC, il y a quand même Chet, qui est un spacer du poste 5, qui peut défendre, du coup, contrairement à, enfin, plus défendre que Dean Wade, par exemple, tu vois, en termes de rim protection, etc. Donc, tu vois, c'est pas rien, ça, d'avoir un poste 5 qui peut shooter. Pour moi, c'est un atout quand même assez considérable, alors que les Cavs n'ont pas trop ça, en termes de présence intérieure. Et puis non, moi vraiment, alors, pour dire 2 mots sur les Cavs, l'attaque est fantastique, la défense peut être très bonne, on apprécie tous les progrès, etc. Et je m'excuse par avance, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je me connais, je pense que je vais le répéter dans tous les podcasts, on va faire des podcasts de playoffs, etc. Je pense que je vais le dire tout le temps jusqu'au mois de mai ou juin, je pense, donc je m'excuse, chers auditeurs. Mais moi, je redoute un peu ça, je redoute un peu l'aspect, par exemple en Boston-Cleveland en playoff, l'aspect de juste les Celtics se mettent à tout switcher. Et en gros, la question, c'est à quel point est-ce que tu peux, Garland, Mitchell et Mobley, allez-y, battez-nous à 1 contre 1, quoi. Alors 1 contre 1, ou alors avec des stunts, avec des aides, etc. Mais vraiment, ce côté un peu score implacable. Et je te rejoins que Mitchell fait une grande saison, mais pour moi, si on devait les classer, Mitchell est 3e et bon dernier d'un groupe avec Tatum, SGA et Mitchell, quoi, tu vois, sur ce côté 1 contre 1. Et je redoute un peu, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, pardon encore une fois, mais je redoute un peu, tu vois, la reproduction du schéma Warriors-Rockets de l'époque, où juste les Rockets sont arrivés en mode votre motion offense qui bouge partout, qui est dangereuse partout, mais on switch tout, et comme ça, on n'a pas à s'occuper de ça. Et si Boston vient, alors ça dépend, parce qu'avec Porzingis, tu peux pas tout switcher non plus, donc ça c'est aussi un élément, mais si Boston aligne des trucs en mode switch all, et dit vas-y Garland, vas-y Mitchell, allez-y, punissez-nous sur ça 1 contre 1, j'ai plus de doutes sur Cleveland de faire ça, que de l'autre côté, où Boston, eux, c'est un peu leur jeu. C'est un peu de leur jeu d'aller chercher le mismatch, d'aller le punir, de Tatum, même Brown, Derrick White, etc., de punir ça 1 contre 1.
Et pareil pour OKC, tu vois, je me dis une bataille, il y aura d'autres problématiques à l'ouest, hein, avec Jokic, etc. Mais si ça doit faire face à un switch all, Jalen Williams, je suis pas encore convaincu, mais SGA, je suis totalement convaincu et je pense que SGA peut prendre un volume énorme. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je dirais quel est pour moi le point d'interrogation des Cavs pour les playoffs à venir. Et je pense que j'aurais pris OKC numéro 1 si j'avais eu le premier choix. Quand tu me piqueras le Basket Lab et que ce sera moi l'invité, et que ce sera moi qui aura le premier choix. Mais après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu vois, on parle d'équipes qui ont le plus de chances d'avoir le titre. Ça veut dire que moi, par exemple, je mets OKC à 35% et Boston à 30%. Mais faut se rendre compte que c'est pourcentage il y a plus de chances que tu n'aies pas le titre que ce que tu l'aies, quoi. Mais c'est quand même toujours un peu, faut toujours rappeler et bien le visualiser, quoi. Puis surtout que là, en gros, on distribue des pourcentages de chances de gagner un titre. Là, on vient de distribuer, genre, en trois choix, on vient de distribuer, genre, 90% des chances, et il reste 7 équipes à sélectionner qui vont se partager les 10% qui restent, en vrai. Ouais, c'est un peu ça. Donc il y a aussi ça qui est hyper important à prendre en compte, c'est que ces 3 équipes-là sont vraiment à un niveau de champion, en fait. Et potentiellement, ces équipes-là auraient été champions dans d'autres saisons, tu vois, relativement, ou peut-être que là, on a une saison où t'as 3 équipes qui paraissent vraiment hyper compétitives, avec un niveau de, tu vois, le net rating et un niveau de performance des deux côtés du terrain qui est vraiment bon, et aussi de profondeur. Mais c'est vrai que, tu vois, sur l'attaque des mismatchs de Cleveland, alors tu me dis peut-être que je vais raconter n'importe quoi, à quel point à quel point le trade de DeAndre Hunter peut pas aussi servir. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit avec Cleveland, mais Cleveland a cette profondeur et densité d'effectifs. Ouais. Ils ont plein de body, quoi, pour mettre sur des ailiers. Ils ont même signé Javonte Green, tu sais, au minimum. Ils ont Okoro qui peut être fantastique en défense. Ils ont DeAndre Hunter. Ils ont Max Strus aussi, qui est le défenseur principal du point attaque au poste 3 titulaire, quoi, je veux dire. Donc ouais, ça c'est vrai que ça à prendre en compte aussi. Ouais. Ok. Moi je trouve que, tu vois, par exemple, il doit clairement, Sam Hauser a été clairement ciblé avec DeAndre Hunter lors du match des Celtics, et ça a été quelque chose qui a fait qu'ils ont gagné le match au final. Et donc je sais que oui, on va pas comparer la capacité à punir des mismatchs de DeAndre Hunter et SGA, mais encore une fois, sur l'aspect profondeur et choix qui peuvent être faits du côté de Cleveland, ils ont plus de liberté, entre guillemets. Et je pense que c'est ça que j'aime beaucoup. Mais d'un autre côté, peut-être que arriver peut-être que cette liberté-là, elle te sert plus en saison régulière qu'en playoff. Et en playoff, t'as juste besoin d'avoir le plus haut niveau des meilleurs joueurs et moins de profondeur. C'est toujours un peu difficile à évaluer, tu sais, déjà, jusqu'où va le supporting cast et sa valeur. Moi, c'était un super épisode que vous aviez fait avec Baptiste sur les supporting cast. Et c'est vrai que tu as ce truc-là mais en fait, jusqu'où on comptabilise que c'est le supporting cast, donc c'est-à-dire des joueurs qui vont pouvoir jouer en playoff, et après, comment on évalue leur valeur. Et de manière globale, pas seulement d'un supporting cast à un autre, mais quelle est la vraie valeur du supporting cast relative à la performance globale de l'équipe. Oui, après, il y a toujours un peu ce problème, mais je crois que pour moi, c'est un peu moins le cas que l'an passé, avec les Cavs, où je trouve que l'an passé, on avait plus cet aspect il y a des role-players défensifs, il y a des role-players offensifs, il faut choisir. Je trouve que cette année, tu vois, il y a quand même plus de role-players un peu viables qui peuvent faire un peu les deux, quoi, tu vois. Il y a un peu moins, alors est-ce qu'on met George Niang ou est-ce qu'on met Okoro? Voilà, t'as quand même DeAndre Hunter qui peut te jouer 30 minutes en playoff et qui peut faire un peu les deux, quoi, tu vois. Donc ça, j'aime bien, je préfère ça, comparé à l'an dernier où c'était la grosse faiblesse pour moi. Cette année, ça l'est un peu moins. Mais bref, voici pour notre top 3, et je pense le top 3 de beaucoup de monde. Et alors, ça commence maintenant, le fun. Avec le 4e pick, qui prends-tu? Golden State. Golden State, les Warriors. Ah ouais, d'accord, donc on est très très tôt. Alors vas-y, explique. Je pense que avec la capacité d'avoir toujours Jimmy Butler et Draymond Green, ou Draymond Green et Curry, ou Curry et Butler sur le terrain, t'as un niveau plancher, entre guillemets, pendant les playoffs qui est défensif et offensif très très bon. Et pour moi, ils peuvent vraiment poser de problèmes à de nombreuses équipes qui vont en plus manquer de spacing. Et là où tu l'as très bien dit, c'est historiquement, les équipes de Steve Kerr sont les meilleures à protéger l'accès au cercle. Et ils vont emmerder un bon paquet d'équipes là-dessus à l'ouest. Et
pour moi, ça peut être une des équipes qui va en finale de conférence et qui peut-être embêter aussi OKC justement dans cette démarche un petit peu de drive à répétition par leur structure défensive. Et après, le niveau d'avoir toujours ou Jimmy Butler ou Stephen Curry sur un terrain de basket en playoff, bon, offensivement, j'y crois pas mal aussi. Alors, ça m'embête un peu parce que je souhaitais arriver en mode j'ai une hot take, vous allez voir, Golden State va être très bon. Tu m'as totalement coupé l'herbe sous le pied. Non, mais blague à part, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on a un peu du mal à le visualiser, parce que ça fait très peu de temps. Et que c'est le genre d'équipe comme ça, là, tu sais, là, qui se forme un peu à la trade deadline. Ouais. Et qu'on n'a pas le temps de voir venir. Et en même temps, même si on voit des bons matchs, est-ce qu'il faut se fier sur des échantillons de ce qui va être 20 matchs ou 30 matchs à peine? Ça paraît compliqué. Mais en fait, pour moi, là où je les voyais assez haut, ils étaient un peu dans un groupe avec d'autres équipes pour moi, pas nécessairement à ce point au-dessus, mais quoique, ce que je trouve intéressant, c'est que le plafond peut être très haut, en fait. C'est pas sûr que ça arrive, mais en effet, le plafond peut être très haut parce que la défense, elle est quand même... c'est Steve Kerr, quoi, et Draymond Green. Quand tu vois le match contre les Bucks, par exemple, ça rassure, quoi, pour le coup. Juste, faut pas qu'il aille en conférence de presse, s'il te plaît, Draymond. Mais à part ça, non, la défense peut être de haut niveau, plus le côté... on va pas en faire le refrain, mais le yin et le yang, quoi, en attaque. Le Curry et Butler, la motion offense plus les lancers francs. Le jeu off-ball plus le jeu on-ball quand il veut de Butler. Donc, enfin bref, tout ceci est quand même hyper cool. Plus Moses Moody qui s'affirme comme enfin un très bon joueur de rotation qui a enfin des minutes, je veux dire. Il était bon avant, mais maintenant il a des minutes. Podziemski qui revient aussi. Kuminga qui va revenir petit à petit. Bon, il est un peu revenu déjà, je veux dire. Il a joué, mais voilà. Mais non, je suis assez d'accord sur le fait que cette équipe a un plafond qui peut être très haut. Et on peut être surpris parce que tu sais, ça me rappelle un peu les Lakers d'il y a 2 ans, qui font en la trade deadline Westbrook, et qui ont fini finaliste de conférence. Dallas aussi d'ailleurs. Dallas c'est un peu, alors pas autant, ils ont pas autant chamboulé, mais ils font des mouvements à la trade deadline et ils finissent finalistes NBA, quoi. Donc effectivement, vu l'état de l'Ouest, où je pense qu'il y a OKC qui est au-dessus et après c'est un peu le free for all, c'est peut-être une des équipes où je mettrais le plafond le plus haut, donc ça me dérange pas du tout que tu les prennes aussi haut, quoi. En plus, tu vois, tu parles de, par exemple, un peu tout bousculer, mais là, ce qui est fort avec la grève de Butler, c'est que ça bouscule pas non, tu vois, ça renverse pas l'approche un peu tactique. C'est juste, ça donne en plus, mais ça chamboule pas l'état un petit peu stable qui fonctionne autour de Curry et Draymond Green, ouais. Mais ça te rajoute un truc qui peut encore plus l'optimiser, quoi. Donc c'est là où c'est... Oui, il n'y a pas de compromis, tu veux dire, t'as pas lâché un gros joueur qui était ton identité pour en avoir un autre qui est une identité différente, oui, c'est vraiment un ajout, c'est genre... on avait Wiggins qui était un ailier, on prend Wiggins mais qui a un jeu de go-to-guy, quoi. Et en plus tu fais jouer Moody maintenant, qui défend le fer et qui rentre ses tirs de manière irrégulière, mais qui t'apporte potentiellement pas beaucoup moins de spacing que Wiggins, et le scoring de Wiggins, tu l'as remplacé par Butler, et défensivement, t'as remplacé Wiggins par Moody et Butler aussi assez largement. Donc théoriquement, en ajoutant les minutes de Moody et Butler, tu dis oui, en fait, genre le niveau de l'équipe, il a explosé, et c'est vrai que moi je crois potentiellement, en tout cas je les prends assez haut, parce que pour moi si c'est pas une de ces 3 équipes là très favorites qui gagne, ça sera potentiellement Golden State, ouais. Ok, donc je récapitule. Nous avons Boston, OKC 2e, Cavs 3e, Golden State 4e. Je suis d'accord. 5e choix, il est pour moi. J'hésite entre 2 équipes. Je pense que je vais peut-être faire une erreur. Mais je vais prendre les Lakers. Je peux le dire, j'hésite avec Denver. Pour la même raison, en fait, c'est que je pense que Denver, il faut pas sous-estimer la problématique Jokic, qui est quand même assez incroyable dans toute série de playoffs. Et voilà, les seuls qui ont réussi à le stopper, c'était les Wolves, qui avaient littéralement une défense quasiment historique, quoi. Et encore même eux, ils ont failli perdre sur un match 7. Mais non, mais je pense que il y a des problèmes évidents avec Denver, qui sont le spacing et la profondeur et la défense collective. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point Jokic peut tout changer, en fait, tactiquement. Sa présence dicte comment tu joues, sa présence dicte qui toi tu fais jouer aussi pour le défendre.
Tu vois, je dis n'importe quoi, mais si t'es Memphis, si t'es Houston, si t'es Lakers, bah, si t'affrontes Jokic, t'as certains joueurs que tu dois faire jouer, t'as certains schémas que tu dois faire jouer, qui sont peut-être pas forcément ceux que tu veux ou ceux que tu pourrais, quoi, pour le coup. Donc il y a pas mal d'implications par rapport à ça. Mais je vais prendre les Lakers parce que, justement, il y a deux raisons. Je suis un peu inquiet sur la défense off-ball de Denver. On va pas dire de nom, mais c'est vrai que il y a certains line-up où ça va pas trop, quoi, pour le coup, tu vois, en termes de rotation, etc. Et de l'autre côté, les Lakers, il y a quand même un mec qui s'appelle Luka Doncic et qui, historiquement, a toujours fait des upsets en playoff. Il y a toujours, alors soit il fait des upsets, soit il pousse l'équipe à un match 7, pour le coup, contre les Clippers en 2020 et 2021. Non, mais les équipes de Doncic surperforment toujours en playoff. Et quand on voit que, ok, c'est pas une équipe parfaite pour lui encore, mais je pense que c'est une équipe qui est déjà pas mal, pas optimisée au max, mais qui est déjà pas mal pour, en gros, le moule, c'est défense d'élite, plus Luka Doncic ball, qui va nous mettre 110 points, et nous, on va réussir à continuer l'adversaire à 102, quoi. Je pense que c'est un peu ce modèle d'équipe auquel on a affaire. Et le retour de LeBron James qui est blessé, vous me voyez pas, mais je fais des guillemets, mais je pense qu'il y a un petit repos qui fait du bien, à mon avis. Mais il va revenir en pleine forme, LeBron James. J'ai envie de tenter les Lakers plus que Denver. Est-ce que tu trouves ça aberrant? Moi, j'aurais pris Denver au-dessus des Lakers, mais j'aurais aussi pris peut-être une autre équipe au-dessus des Lakers. Ah, alors vas-y, je t'en prie. Mais du coup, je sais pas si cette équipe, je la prendrais au-dessus de Denver. Mais je vais prendre quand même les Clippers. Ah, les Clippers d'Azad, donc 6e pick. Les Azad Clippers. Ouais. Bah, je vais les prendre à la place de Denver pour faire ma deuxième, un petit peu peut-être hot take après Golden State. Mais pour moi, ils ont une attaque qui se transpose très bien en playoff. Ils ont l'air d'avoir la santé qui tombe enfin du bon côté. Donc j'ai l'impression que c'est un peu l'année où jamais, entre guillemets, pour Harden et Kawhi d'accrocher leur bague. J'ai bon espoir qu'ils puissent avoir vraiment... Tu vois ce que tu dis avec les Lakers, ils ont une défense élite et de l'autre côté, t'as Doncic qui leur permet d'avoir plus de points que l'adversaire. Je me demande, est-ce que ça, les Clippers n'en sont pas capables aussi avec, du coup, bah, à la place de LeBron et Doncic, Kawhi et James Harden. Je dis pas que le niveau est comparable. Je pense que le duo individuellement et même niveau synergie entre les deux, je pense que LeBron James et Doncic c'est au-dessus. Je pense que la défense des Clippers, à l'inverse, en termes de profondeur et de niveau, est elle bien au-dessus de celle des Lakers. Et offensivement, je pense que le style d'Harden et Kawhi peut bien se transposer. Et je pense qu'aussi, ils sont bien entourés en attaque pour avoir aussi différentes options. Que ce soit du pick and roll avec Zubac, que ce soit avec les shooters qu'ils peuvent avoir, avec la ribambelle de connecteurs qu'ils ont aussi et 2-3 gunman. Donc ouais, le projet Clippers en playoff, j'y crois pas mal vu que je vois que Kawhi a la santé pour l'instant et qu'il fait des matchs à plus de 30 minutes. Je me dis qu'il y a des raisons d'y croire et du coup j'y vais à fond. Je dois dire que j'y crois plus qu'en début de saison, oui. Notamment parce qu'il y a Bogdanovic. Clairement, l'ajout de Bogdanovic fait que t'as un peu remplacé un Paul George avec deux petits Norman Powell et Bogdanovic. Donc déjà en termes de création offensive, ça me rassure un peu comparé à l'époque où il fallait que Norman Powell soit le remplaçant de Paul George, grosso modo en termes de volume. Alors il a été en saison régulière, grosso modo, mais on parlait quand même pas du même calibre. Bon, je parle du Paul George de l'an passé, qui jouait, pas celui de cette année. Vous avez compris, mais voilà, à l'époque, l'an dernier, les Clippers, tu vois, c'était 3 joueurs qui étaient dans le top 5, je crois, ou top 8 en termes d'isolation, d'efficacité en isolation. 3 énormes saisons de la part de Kawhi, James Harden et Paul George aussi. Donc j'avoue que l'ajout de Bogdanovic, ça rajoute un peu de création, ce qui fait que t'as pas un gros créateur, mais t'en as 2 petits qui vont le remplacer. J'aime pas mal, mais il y a de la profondeur. L'équipe est sympa. Ça me dérange pas que tu les prennes là. Après, moi, mon inquiétude, c'est sur la création offensive de, justement, à quel point Powell et Bogdanovic, est-ce qu'il vaut, parce qu'en saison régulière, ça se vaut. Mais est-ce qu'en playoff, tu préfères avoir une superstar qui est un peu, dont tu sais, où tu sais que le niveau se transpose plutôt pas mal, ou est-ce que tu préfères avoir 2 petits, mais tu vois, est-ce qu'une défense de playoff va pas faire que la transposition du niveau de Bogdanovic et Powell, ça va pas baisser un peu, quoi.
en un sens, tu vois, et que tu perdrais plus en playoff que tu ne perds en SR. Est-ce que je suis clair ou pas du tout? Oui, c'est clair, c'est un peu bordélique, mais c'est clair. Bon, je... Et à ça, je rajoute aussi James Harden, que j'aime beaucoup, mais on connaît, moi je pense que James Harden, c'est un match sur 3, 4, 5 quoi, maintenant, de grosses perfs. Et Kawhi Leonard, j'aime bien, mais je suis pas encore totalement convaincu du retour. Donc pour moi, il y a un peu une question de jus, en fait. À quel point est-ce qu'il reste du jus? Et je pense qu'au jeu de l'équipe qui a grosse défense et eu des superstars offensifs pour scorer juste assez, je crois qu'à ce jeu-là, je préfère encore les Lakers que les Clippers, Ouais. tu vois. Non, mais je peux comprendre, mais du coup, on les prend avant Denver au final. Alors, au passage, je crois que tu m'as un peu eu, parce que tu as fait 2 choix en back-to-back. Parce que tu as fait les Cavs en 3 et ensuite tu as fait Golden State en 4. Donc, je me suis fait sucrer un pic, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Non, en 8, je prends Denver, ouais. Je prends Denver Ok. en 7, pardon, en 7. En 7, je prends Denver, parce que voilà, on en a déjà parlé, mais le côté Jokic est quand même assez énorme. Le scoring, le passing. Le problème, c'est qu'on fait toute une histoire avec les cuts cette année. Ouais, il y a des cuts de Westbrook, il y a des cuts de Christian Brown, etc. Moi, je me pose vraiment la question d'à quel point ces cuts vont être là en playoff, quoi. Et d'ailleurs, on a vu, même pas en playoff, mais contre des équipes de type Lakers qui font des prises à deux, qui font des fronts au poste, qui viennent aider, les cuts étaient plus trop là, quoi. Mais tout de même sur un match comme ça où on retient surtout la fessée des Lakers contre Denver, le passorama, c'est pas un blockorama, c'est le passorama, le match au passing de Jokic était quand même assez dingue en termes de lecture, en termes d'anticiper l'aide qui vient depuis le côté opposé, etc. Donc ouais, je suis quand même assez confiant sur Denver, même si pour moi Denver est quand même un chapeau en dessous de ce qu'ils ont pu être en 2023 et 2024, parce que grosse interrogation sur la profondeur d'effectifs et sur le spacing en fait, qu'on n'avait pas autant, je trouve, les années avant. En fait, j'ai du mal à évaluer parce que j'ai un peu l'impression que aussi Jokic sur une série de playoffs va pouvoir trouver des réponses au fur et à mesure. Et parfois, je me demande à quel point tu vois les défaites de saison régulière, si le lendemain tu rejoins un back-to-back avec la même équipe, Jokic Jokic a eu le temps de s'adapter à la couverture défensive de l'équipe et comment ils interagissent et comment ils jouent, à quel point Jokic il est pas capable de casser ça en fait. Tu vois, c'est un peu là où, quand je pense à ça, j'ai envie de foutre Denver quasiment 4e en fait de ce power ranking là. Oui. Et de l'autre côté, j'ai de spacing qui me fout des crises d'angoisse tellement il n'y a pas d'espace, de la défense et tous ces trucs là qui m'inquiètent. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai l'impression que le mec, si tu lui laisses une série pour trouver les réponses, il va les trouver entre guillemets comme si tu vois, il avait l'espèce de cerveau de logiciel qui trouvait les réponses au fur et à mesure. Et en fait, plus tu mets des infos dans la base de données, plus lui les intègre et il est capable de se réadapter derrière. Et j'ai l'impression que du coup, sur une série de playoffs, il peut y avoir un gros renversement de situation par rapport à cette capacité-là. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il ait les outils autour de lui, donc les joueurs, pour pouvoir aller au bout de ses idées et de son adaptation, quoi. En plus, le truc, c'est que tout est tellement aussi match-up dépendant en playoff. Tu vois, nous, on fait une draft là, mais entre la différence de sortir au premier tour ou sortir en finale de conf, ça dépend aussi parfois de qui tu rencontres, qui tu rencontres, quoi. Parce que tu vois, on parle de la défense des Warriors, qui à mon avis peut faire de très très grandes choses contre pas mal d'équipes parce que ils dominent sur le plan horizontal. Tu leur mets un Jokic, ça change tout, quoi. Parce que t'es obligé de faire jouer un peu plus Kevin Looney, t'es obligé de faire jouer un peu des gros pour au moins avoir un premier rideau qui résiste un peu plus, le temps d'apporter quelqu'un d'autre. C'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil que devoir gérer par exemple l'attaque de SGA et des drives. Tout change en fait. Donc ouais. Mais moi, tu vois, personnellement, je les aurais pris devant les Clippers. Je pense Denver, mais ok. C'était le mien donc de 7e choix et donc toi avec le 8e, qui prends-tu? Là, par contre, on commence à prendre des équipes, j'y crois pas du tout. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est des équipes qui, si elles sont championnes, je me dis, il y avait un monde où j'aurais pu imaginer que ça arrive. Là, on commence à arriver dans des endroits où je me dis, là, si, je sais pas, je vais dire, je pense que c'est Memphis le plus proche. La meilleure des équipes qui va pas gagner, entre guillemets, c'est peut-être Memphis, je pense. Eh bien, tu m'embêtes parce que ça aurait été mon choix. Effectivement.
Mais deuxième partie de saison, tu vois, je me dis, est-ce que ils ont tellement du mal et on n'a pris aucune équipe à l'Est. C'est aussi. Non, mais moi, ça, c'est assumé. Hein. Ça, c'est clairement assumé. Et de toute façon, c'est quoi la troisième meilleure équipe à l'Est? Ça doit se jouer entre Knicks, Milwaukee, Indiana, qui sont les 3, 4, 5 actuellement, je pense. Ouais. Mais alors, attends, Memphis, pourquoi t'aimes bien Memphis alors? Bah, Memphis, j'aime bien théoriquement pour la défense. J'aime bien, en fait, Jaren Jackson Jr. sur une série de playoffs, potentiellement, ça peut être un cauchemar pas possible. Et j'aime bien aussi le fait qu'il puisse potentiellement utiliser Zach Edey, qui peut apporter peut-être une autre arme, une autre couleur à la défense et à l'attaque, et un petit peu l'approche qu'il peut avoir en termes de dimension physique. Et, tu vois, au niveau de la bataille des possessions, c'est une équipe qui génère beaucoup de rebonds offensifs, et ça, je pense que ça peut avoir une très grosse utilité sur des séries de playoffs. Je pense que la bataille des possessions, c'est un truc qui, sur des match-up bien particulières, peut vraiment apporter un gros différentiel. J'aime beaucoup le mouvement aussi qu'ils ont mis en place petit à petit sur le demi-terrain. Au final, c'est pas énormément, enfin, c'est une équipe de transition, mais c'est pas qu'une équipe de transition. Mais il y a quand même des limites, et même, tu vois, la défense, c'est pas si élite que ça. L'attaque fonctionne très bien par la défense parce qu'il y a pas mal de transitions, mais c'est vrai que sur demi-terrain, même si c'est mieux qu'avant, ça reste moyen, entre guillemets. Ils sont 14e en offensive rating sur demi-terrain. Alors c'est l'équipe qui en joue le moins de demi-terrain, donc c'est bien, mais t'as toujours... on avait fait un petit peu l'étude statistique l'année dernière sur à quel point les équipes de transition arrivent à continuer à jouer de la transition en playoff. Et c'était possible, mais il y avait quand même clairement une perte de volume de transition. Plus les équipes étaient bonnes en transition et plus on en avait besoin pour gagner, parce qu'en fait, tu schématises contre l'adversaire. Donc, c'est pas forcément que la transition disparaît en playoff, mais par contre, les équipes qui gagnent grâce à la transition, bah, en fait, t'essayes toujours de retirer les armes de tes adversaires. Donc, si tu tombes contre une équipe qui gagne énormément sur générer des pertes de balles et faire de la contre-attaque, bah, peut-être que tu vas faire des schémas qui vont être beaucoup plus safe, entre guillemets, en termes de protection du ballon pour couper cette arme-là, en fait. Du coup, c'est toujours un petit peu l'idée d'une équipe de transition en playoff peut avoir certaines difficultés, selon aussi comment elle crée la transition. Parce que si tu es une équipe de transition qui se base via les rebonds défensifs, parce que tu arrives à provoquer des mauvais tirs, là, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus jouable et que tu peux plus maintenir en playoff. À l'inverse, peut-être que celle qui passe par des pertes de balles et beaucoup d'agressivité peut un peu plus disparaître aussi. Moi, je pense que je suis plus haut que le consensus sur Memphis. J'aime vraiment beaucoup cette équipe, pour le coup, et je pense qu'elle peut encore un peu plus s'améliorer, parce qu'on n'a pas non plus un Ja Morant qui est surutilisé pour l'instant. Et j'ose croire et penser qu'en playoff, on peut et on va augmenter le curseur, et qu'on aura même limite parfois encore plus de d'héliocentrisme, encore plus de... Bah, t'es à 40% d'usage plutôt que 28 ou 30, quoi, pour le coup. T'es à 35 minutes de jeu ou 38 plutôt que 29. Tu prends plus de pick and roll plutôt que là, actuellement, où c'est un peu où on est un peu plus dans le flow de l'attaque normale, on va dire. Donc j'ai un peu cet espoir, mais il y a la question du spacing qui n'est pas réglée et qui me semble primordial pour ce genre de joueurs et d'attaquants, parce que tu vois, c'est pas comme on a parlé de Kawhi Leonard par exemple. Kawhi Leonard, tu mets un mec sous le panier en 2 contre 1 qui, pour l'empêcher d'aller au panier, il prend le pull-up et il le met à un taux tellement intéressant que tu te dis au bout d'un moment, faut faire un truc, quoi. Là, Jaren Jackson et Ja Morant, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller au panier. Donc le manque de spacing, si tu veux, je trouve qu'ils se décuplent, parce qu'ils n'ont pas cette autre option de bah mince, la raquette est bouchée, je peux juste prendre le pull-up et rester dans le périmètre, quoi. Eux, ils n'ont pas ça et ils peuvent être stoppés. Donc c'est un peu là-dessus où j'ai des doutes par rapport à ce spacing, et par rapport aussi au fait que clairement, je pense qu'on peut augmenter le curseur sur Ja Morant, mais je pense que Ja Morant est encore une catégorie en dessous ça choquera personne, hein, mais de SGA, Jokic et Doncic, tu vois, en termes de à quel point t'es chapeau 1 en termes de créateur un peu implacable, etc. C'est ce qui fait que je suis un poil, je les mets un poil dessous certaines autres équipes, pour le coup. Mais là encore, moi, par contre, si tu me dis Memphis est en finale de conf parce qu'ils sont tombés contre les bons match-up de type, je sais pas moi, ils affrontent Houston et puis ensuite ils affrontent des Lakers et puis ça tourne bien.
ça me choquerait pas non plus, quoi. Tu vois, Memphis, je trouve qu'ils ont un éventail qui est assez large, où ils pourraient totalement perdre au premier tour, mais ça me choquerait pas non plus de les voir en finale de conf, pour le coup, vu la tête de l'équipe. Moi, je les vois pas passer plus d'un tour. Et je les vois même pas vraiment passer un tour, d'ailleurs. Le pire, c'est que je peux avoir raison, mais qu'ils se font tout de même sortir au premier tour. Et donc, c'est le jeu. Parce que le mauvais match-up, et on dit, tu vois, t'avais tort. Mais ouais. On n'a pas pris Dallas encore. On n'a pas pris Dallas. C'est à moi. C'était à moi avec le 9e pick. Et là, moi, c'est peut-être le pick le plus compliqué. Est-ce que je pars à l'Est? Knicks, Bucks, ou est-ce qu'à l'Ouest? Moi, je pense que j'aurais pris Memphis. J'ai quand même beaucoup plus de doutes sur Houston. Je dois dire, je sais pas trop. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que la création offensive de demi-terrain, notamment, est encore pire. Même si la défense est meilleure, mais la création offensive est à ce point pire, et je pense que c'est ce qui se transpose le plus mal. Donc, si déjà t'es moyen en création de demi-terrain, ça peut être problématique pour les playoffs, pour Houston. Donc, j'ai un peu de doute. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Suns. Est-ce que non, les Suns, je pense que c'est trop cata. Et sinon, peut-être les Timberwolves. Je t'avoue que je suis pas confiant pour aucune de ces équipes. Grosso modo, c'est soit les Knicks, soit les Wolves pour moi. Allez, je vais prendre les Wolves. Je vais prendre les Wolves, mais vraiment c'est le choix. Le choix de Sophie, quoi. Est-ce que tu préfères le manque de spacing complet de Minnesota, ou est-ce que tu préfères une équipe des Knicks qui est très bonne en attaque, mais où il y a littéralement 2 joueurs qui peuvent se faire cibler et se faire attaquer encore et encore? Je crois que je prends le moins pire pour moi, c'est les Wolves qui, encore une fois, avec leur défense, s'ils tombent contre le bon match-up, ils peuvent faire des choses. C'est vrai que les Knicks, tu vois, j'ai vu encore là, je crois que c'est ce matin, non? Ils ont perdu contre les Hornets. Tu regardes les highlights, tu vois, en fait, c'est la Melo Ball qui attaque chaque possession, il attaque encore et encore Towns sur pick and roll. Tu te dis, mais ouais, c'est un peu problématique, quoi. Donc je vais prendre Minnesota. Minnesota qui clairement a largement chuté par rapport à l'an passé. Je suis pas trop fan de la création de Randle, je suis pas trop fan du spacing de cette équipe. Mais il y a quand même de bons trucs. Tu vois, l'émergence de DiVincenzo, qui revient de blessure là, mais qui est pas mal. Edwards, je trouve que contre certains match-up, il fait une bonne saison au passing. Hein. Ça se voit pas trop. Et lui, il dit qu'il aime pas les prises à 2, mais je trouve que son niveau de lecture et de passing a beaucoup augmenté cette année. Donc j'aime beaucoup. Ouais, je vais prendre les Wolves. Je prends les Wolves avec le 9e pick. Ok. T'as pas l'air convaincu. Ouais, non, mais d'un autre côté, je pense que c'est le meilleur choix, entre guillemets, puis c'est le choix le plus logique, vu quand même les performances de la saison régulière. En vrai, ils ont le 8e net rating, c'est la 10e attaque et la 5e défense. Ouais. Ils sont quand même top 10 attaque et top 10 défense, tu vois, tu dis, donc c'est pas complètement irréel de les prendre aussi haut. C'est vrai. Le problème, c'est plutôt le manque de spacing et à quel point c'est facile de schématiser contre ça, entre guillemets. Après, on est dans une zone où de toute façon, toutes les équipes ont des imperfections. Peut-être on peut le formuler comme ça. Et numéro 10. Est-ce du coup, on va pas prendre New York alors qu'ils ont plus 5 de net rating? C'est terrible. Tu peux prendre New York, hein? Non, je vais prendre Milwaukee. Je pense que sur certaines match-up, Giannis et Lillard peuvent être très bons. Je pense qu'avec un peu de shoot-making, ça peut passer, ça peut gagner potentiellement une série de playoffs à l'Est. Et je crois presque plus à leur projet qui tient pas debout que à celui des Knicks qui tient debout qu'en attaque, quoi. J'ai l'impression qu'il y a plus de variance chez les Knicks. Ouais. Où, ils peuvent faire de meilleures choses, mais aussi se faire éliminer parce que tu tombes contre une équipe qui sait bien te cibler. Qui sait faire du pick and roll, quoi. Genre, en plus, tu vois, le truc des Knicks, toutes les équipes ont des cibles, entre guillemets. Des équipes des joueurs que tu peux cibler. Là, le truc, c'est qu'ils en ont 2 que tu peux cibler en même temps de manière dynamique. C'est ça qui est terrible. C'est parce que tu vois, si tu veux cibler Garland, par exemple, du côté de Cleveland, faut obtenir le switch, l'isoler, créer du spacing autour pour pouvoir attaquer ça, forcer, tu vois. Ça demande peut-être plus c'est plus statique, le flow de l'attaque est moins bon. Alors que contre les Knicks, tu peux garder ton flow de l'attaque où tu enchaînes juste des pick and roll, tu vois, avec un peu de mouvement, différents styles de pick and roll, mais tant que tu t'impliques les deux,
t'es bon en fait. Donc tu vois, c'est encore plus facile. C'est pour ça que c'est à ce point-là facile de schématiser contre eux, quoi. Donc ouais, je vais prendre Milwaukee avec le dernier choix. Bah, Milwaukee a quand même la force de frappe brute, on va dire, Oui. de Giannis et Lillard. Et encore, quoique, tu vois, moi, les Bucks et demi-terrain, je suis jamais rassuré, quoi. Je suis jamais rassuré. Même au-delà du manque de créativité tactique de Doc Rivers, il y a toujours ce truc de la Giannis offense en playoff, quoi. C'est jamais génial. Mais il a telle jamais force de eu, frappe en défense que ouais. aussi. Tu vois, il a jamais eu, n'empêche, Yanis en playoff, ça a parfois été un peu compliqué, mais d'un autre côté, il a jamais eu Lillard à côté de lui aussi. Donc Oui, potentiellement, tu vois, ça peut être, ça peut quand même poser problème. Hein. Mais je pense que tu me dis les Bucks sont en finale NBA, je serais un peu choqué. Ah ouais, un petit peu, ouais. Moi, bah, ça veut dire que Boston n'y serait pas déjà, donc et ni Cleveland, donc ouais. Non, mais dans le sens où, je sais pas, il y a quand même des défauts à cette équipe et en fait, j'arrive pas à voir un Doc Rivers s'ajuster, quoi. C'est littéralement son défaut en carrière, quoi. C'est-à-dire, c'est un bon coach de régulière, mais c'est pas un très bon coach de playoff à cause de ce manque d'ajustement, de créativité. Donc, je serais quand même très choqué. Mais ça m'embête de laisser les Knicks aussi. Bon, après, tant pis, j'ai pas de choix. Hein. D'ailleurs, t'as choisi 6 fois et moi 4 à cause de ce truc. Bon, c'est pas très grave. Non, mais c'est ce que je disais, c'est que pour moi, les Bucks, il y a moins de variance. Les Knicks, il y a beaucoup plus de variance. Je pense que les Knicks peuvent faire de très belles choses s'ils arrivent à fabriquer 2-3 trucs avec les match-ups, essayer de cacher un Towns, etc. La force de frappe offensive est à ce point est telle qu'ils peuvent faire des upsets. Donc voilà, l'éventail peut être plus large, se faire éliminer très tôt parce que défensivement t'es ciblé, ou alors faire de grandes choses si t'arrives à sauver les meubles. Les Bucks, c'est un peu plus la valeur sûre, mais avec moins de variance aussi, je trouve. Mais voilà, qu'est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'il y a des équipes qu'on oublie ou pas? Est-ce que les Pacers t'y crois pas trop, les Pacers sont en playoff? Bah, je pense que j'y crois presque plus que les Knicks pour le coup. Ouais, ok. Ouais, bah après, si tout le monde se blesse comme l'an passé face à eux, oui, ça peut aider. Non, j'ai un peu plus de doutes, moi, sur les Pacers de ce point de vue-là. Notamment la défense, hein, pour le coup. La défense. Non, les Kings, les Suns, pas de regret, c'est bon? Non, pas. Alors vraiment, aucun regret pour les Suns. Ah tiens, Orlando a chuté à la 8e place. Mais ouais, mais il n'y a pas de Jalen Suggs, hein. Finalement, c'est lui le franchise player. On nous bassine avec Banchero et Wagner, mais finalement, il est peut-être là, hein, le vrai. Ah non, on va pas encore avoir une série 1-8 Cavs Orlando quand même, non? Bah c'est possible. Après, c'est pas les mêmes Cavs que l'année dernière pour le coup, mais. Bref, voici pour la draft des contenders, et donc vous l'aurez deviné, ce sont les Knicks qui vont aller en finale NBA puisqu'on ne les a pas sélectionnés. C'est comme ça que ça marche. Bref.